Bien, on va voir, là j'ai branché donc par rapport au secteur, on va voir si ça marche. Je reprends mon histoire par rapport aux théories du complot, ou les théories sur la conspiration. Bien, il y a 3 ans maintenant, en décembre 2017, une enquête a été effectuée par l'Institut IFOP. J'ai pas tout publié parce qu'elle fait 149 pages. J'en ai publié les résultats, hein. Vous pourrez consulter sur Internet le restant de l'étude sur le complotisme pour la Fondation Jean Jaurès et pour la Conspiracy Watch, qui est, je crois, une émanation d'un journal, je crois que c'est Le Monde, il me semble, avec un chef rédacteur qui s'appelle Rudy Reichstadt. Bien, cette étude a été menée sur un échantillon représentatif de la population française, etc. On connaît les instituts de sondage, et en fait, il ressort quoi? Eh bien, en fait, on a posé à donc cet échantillon représentatif de la population française, avec des tendances politiques, etc. Je ne vais pas aller dans les détails parce que bon, on a posé des questions sur des théories complotistes, qualifiées de complotistes. Et d'abord, premièrement, sur leur niveau de notoriété, c'est-à-dire est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette théorie, oui ou non, ou pas. En partant de la plus célèbre, entre guillemets, jusqu'à la moins célèbre, c'est-à-dire la plus célèbre, à 75%, les gens ont entendu parler du fait que la CIA est impliquée dans l'assassinat du président JFK à Dallas, JF Kennedy à Dallas. Ensuite, pour 66%, donc 2 tiers, 1 tiers, le ministère de la Santé est de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins. Ensuite, pour 53% des personnes interrogées qui ont entendu parler, hein, je ne parle pas qu'ils abondent qu'ils sont d'accord, mais je dis simplement qu'ils ont entendu parler. Les Américains ne sont jamais allés sur la Lune, et la NASA a fabriqué des fausses preuves, des fausses images de l'atterrissage de la mission Apollo sur la Lune. Bien. Pour 47%, des personnes interrogées auraient entendu déjà parler du fait que le virus du sida a été créé en laboratoire et testé sur la population africaine avant de se répandre à travers le monde. Pour 38%, les gens auraient entendu parler de Dieu a créé l'homme et la terre il y a moins de 10 000 ans, c'est-à-dire une théorie créationniste. Ensuite, pour 35%, les groupes terroristes djihadistes comme Al-Qaïda ou Daesh sont en réalité manipulés par les services secrets occidentaux. Pour 32%, il est possible que la Terre soit plate et non pas ronde, comme on nous le dit depuis l'école. Pour 27% d'entre eux, la révolution française de 1789 et la révolution russe de 1917 n'auraient jamais eu lieu sans l'action décisive de sociétés secrètes tirant les ficelles dans l'ombre. Pour 26%, il existe un projet secret appelé le Nouvel Ordre Mondial et consistant à mettre en place une dictature oligarchique planétaire. Pour 21%, certaines traînées blanches créées par le passage des avions dans le ciel sont composées de produits chimiques délibérément répandus pour des raisons tenues secrètes. Et pour 17% seulement des gens interrogés ont entendu la théorie selon laquelle les États-Unis ont développé une puissante arme secrète capable de provoquer des tempêtes, des cyclones, des séismes et des tsunamis et n'importe quel endroit du monde. Ça, c'est les fameuses théories sur le projet HARP, je crois, voilà, développé apparemment selon les découvertes de M. Tesla. Bon, d'après ce que j'ai compris. Bon. Après, donc, on a, suite à cela, l'adhésion à cette théorie. Ça devient intéressant, c'est-à-dire que pour une majorité, par exemple, des personnes interrogées, pour 55% en l'occurrence, eh bien 55% des personnes interrogées adhèrent avec le fait que le ministère de la Santé est de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins. Pour 54% des personnes interrogées, la CIA est impliquée dans l'assassinat du président JFK à Dallas. Ensuite, on a en gros le peloton avec le tiers, le virus du sida, sur les origines du virus du sida. Je répète pas tout, pour 31%, eh bien, les groupes terroristes djihadistes seraient manipulés.
pour 28%, la Révolution française, la Révolution russe serait manipulée, et pour 24%, c'est-à-dire un quart, il existe un projet de nouvel ordre mondial, et pour 20%, donc un cinquième, certaines traînées blanches, des avions, les chemtrails. Donc après, bon, ça s'abaisse. Hein. Bien. Ensuite, et c'est là où, en fait, il faut faire un distinguo, c'est que vous avez, dans ces pourcentages que je viens de donner, des gens qui sont tout à fait d'accord. Alors, la théorie la moins adhérée, c'est il est possible que la Terre soit plate et non pas ronde. Voilà. Ça fait 9% des personnes interrogées auraient dit qu'ils sont d'accord. Mais 2 seulement sont tout à fait d'accord, 7% sont plutôt d'accord. Et c'est justement là où on fait le distinguo, c'est-à-dire qu'on a un distinguo entre tout à fait d'accord, hein, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord, et pas d'accord du tout. Or, au point de vue méthodique, d'abord, première chose qu'on doit expliquer, à mon avis, c'est que ces faits sont énumérés tous comme des théories du complot. Mais ils ne se situent pas à des niveaux similaires. C'est-à-dire que, équivalent. Moi, j'avais lu à l'époque, je me souviens d'avoir lu, je ne sais pas si c'était dedans, qu'il y avait des gens qui étaient climato-sceptiques. Mais ça, apparemment, ça a été enlevé. Mais peu importe, admettons que ce soit la liste des théories impliquées. Le fait d'expliquer que Dieu a créé l'homme et la terre il y a moins de 10 000 ans, c'est pas une théorie du complot, c'est une théorie créationniste. C'est-à-dire que c'est des gens qui lisent la Bible au sens littéral, au pied de la lettre. Bon, ça existe. C'est une question de croyance aussi. Donc, de dire que ça c'est une théorie du complot, c'est déjà un petit peu trompeur. Vous avez des énoncés qui sèment la confusion. Puisque la Révolution française de 1789 et la Révolution russe de 1917 n'auraient jamais eu lieu sans l'action décisive de sociétés secrètes tirant les ficelles dans l'ombre. Mais dans cette énumérée, notamment, vous avez un résultat très important, puisque vous avez 28% des gens qui sont dans l'ensemble d'accord, mais 4% seulement des gens sont tout à fait d'accord avec cette hypothèse, et 24% plutôt d'accord. Ça veut dire quoi, plutôt d'accord? Ça veut dire, est-ce que je pense que c'est plutôt la Révolution française de 1789 qui a été manipulée, ou la Révolution russe? Ou est-ce que c'est les deux? Ou est-ce que c'est... à quel degré de manipulation? Et c'est, vous comprenez, là où le bas blesse dans cette histoire, c'est que à chaque fois que vous avez cette question qui est posée, on vous demande de vous prononcer sur tout à fait d'accord, plutôt d'accord avec l'énoncé, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout. Mais si l'énoncé est lui-même vague ou laisse matière à interprétation, que voulez-vous y faire? C'est le cas, par exemple, de l'histoire avec le virus du sida. A été créé en laboratoire et testé sur la population africaine. Tester sur la population africaine, tout dépend de ce qu'on entend pour dire tester sur la population africaine. Bon, si on dit que c'est testé du style, voilà, on essaie de tuer les gens, ouais, effectivement, ça paraît un peu gros. Mais par contre, il y a ce fameux reportage qui a été fait par Arte il y a quelques années, qui défendait la théorie selon laquelle des médecins belges, à l'époque du Congo belge, avaient fait une campagne de vaccination. Ils avaient pris prélevé des organes, des substrats sur des singes rhésus qui étaient contaminés par le virus simiesque de l'immunodéficience, le SIV, et finalement, cette théorie dit en gros que en fait, ces médecins n'ont pas été trop attentifs ou assez attentifs par rapport à l'hygiène sur les produits, sur les substrats, et que ces substrats infectés, contaminés se sont retrouvés dans les vaccins, et que finalement ce serait à partir de ce moment-là qu'on aurait observé les premiers cas de personnes atteintes du syndrome immunitaire de l'immunodéficience acquise
donc le sida, aux alentours de Léopoldville. Donc, cette thèse qui a été présentée par Arte semble pas complètement élucubrante, sans dire que c'est la vérité. Mais vous voyez, sur la CIA, j'en ai parlé tout à l'heure, vous avez des personnes, des officiels, des gens comme le colonel Proti ou un juge d'instruction comme Jim Garrison, qui sont allés après étude et après analyse et après enquête, dire oui, non, le problème de la commission Warren pose un problème. Bon, à quel niveau d'expertise se situe-t-on pour dire ça, c'est une théorie du complot? Alors après, est-ce que la CIA est impliquée dans l'assassinat? Est-ce que cet énoncé est-il valide ou pas? Je n'en sais rien, mais vous comprenez que ça sème le doute, et ça peut semer le doute dans la tête des gens, la confusion. Ensuite, des énoncés comme ça, des énoncés qui sont qui associent, par exemple, le ministère de la Santé de mèche avec l'industrie pharmaceutique, pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins. Ben, on est enclin à penser que il y a des lobbies et que ces lobbies exercent une pression sur notamment les décideurs et que c'est pas innocent si les groupes pharmaceutiques exercent des pressions sur les ministères de la Santé. Donc en soi, c'est presque une évidence. Et c'est là où je pense qu'il y a une malhonnêteté intellectuelle dans cet énoncé. Parce qu'après, on arrive à cet énoncé que voilà, des gens croient à Dieu a créé l'homme et la terre, ou à des gens croient qu'il est possible que la terre soit plate et non pas ronde. Vous n'allez quand même pas confondre le fait de croire qu'il y a des implications à des lobbies pharmaceutiques dans les chaînes de décision, que ça a une équivalence en termes de raisonnement logique et argumentatif par rapport à quelqu'un qui pense que la Terre est plate. C'est, intellectuellement parlant, malhonnête. Alors, il y a des arguments, après étude, on peut considérer qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent être débunkées, comme on dit. Par exemple, l'histoire de la NASA avec la Lune, effectivement, en analysant, etc., on peut trouver des arguments, mais des contre-arguments pour dire non, effectivement, l'expédition sur la Lune a bien eu lieu, il y a des miroirs qui sont là-haut, il y a un laser qui peut toucher ce miroir. Si ce miroir a été placé, c'est bien parce qu'il y a des gens qui l'ont placé, et c'est comme ça qu'on peut mesurer la distance de la Terre à la Lune, donc ça c'est un argument de poids. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie qui est présentée par rapport à ces théories du complot. Et le résultat, c'est qu'on en arrive à un autre résultat, une autre constatation qui est assez gênante, parce que dans l'ensemble des personnes interrogées, des Français, voilà, décembre 2017, en gros, ne croient à aucune théorie, 21%. Croient à au moins une théorie, 18%. Croient à deux théories, 14%. Donc croient à au moins une théorie, 21, 79%. Et des personnes qui croient jusqu'à 7 théories, 13%. Bon, mais vous comprenez que si on assimile une personne qui croit à ce que la Terre est plate, soit plate, par rapport à une personne qui croit que peut-être dans l'histoire de l'assassinat de JFK, tout n'a pas été blanc-bleu, bah, c'est quand même pas le même genre de preuves qui sont établies, c'est pas le même genre de faits qui sont exposés, et c'est pas le même genre de connaissances, et c'est pas le même genre d'argumentaire. En gros, et c'est là où c'est fallacieux, c'est que les conclusions de cette enquête mènent à penser que les gens sont naïfs
et qui gobent un peu tout, et surtout ceux qui se baladent sur les réseaux sociaux. Hein. Et puis, bon, je vous fais l'économie de l'étude sociologique sur les répartitions. Donc, en gros, les personnes qui sont CSP+, c'est-à-dire catégorie professionnelle supérieure, ont tendance à moins croire en des théories du complot que des personnes qui ont moins de qualifications, d'une façon globale. Mais ça reste global. Et puis, bien sûr, sur l'orientation politique, évidemment, les gens qui sont plutôt axés sur les extrêmes auront plutôt tendance à croire à des complots, plutôt que les gens qui sont dits progressistes, entre guillemets. On va dire ça comme ça, vraiment à la louche. À la louche. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on mette sur la table. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. D'abord, M. Rudi Reichstadt, qui travaille pour Conspiracy Watch, lui a son hypothèse sur des théories du complot. Et en gros, donc on parle aussi de biais de confirmation, de biais cognitifs, etc. Mais si vous voulez, l'historique qui est fait des théories des complots, c'est un historique qui est essentiellement lié à l'extrême droite. C'est-à-dire, on part de la Révolution française, d'un abbé qui a fait un écrit sur le jacobinisme, je crois que c'est l'abbé Baruel qui a fait un écrit sur le jacobinisme et qui aurait été le premier théoricien du complot en disant voilà, derrière la Révolution se cache en fait la franc-maçonnerie, etc. Et puis on passe bien sûr sur les théories complotistes du 19e siècle, on passe bien entendu sur les théories du complot judéo-maçonnique préférées de l'extrême droite d'avant les années 30, l'extrême droite maurassienne par exemple, etc. On passe sur la contribution de M. Plantard, Pierre Plantard, par rapport à l'histoire du prieuré de Sion. Évidemment qu'il y a un historique. Mais pour autant, la théorie du complot n'est pas l'apanage de l'extrême droite. Il y a autant de personnes, par exemple, si vous allez consulter ceux qui ont justement développé une théorie du complot par rapport à l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, eh bien, Jim Garrison, lui, était de l'avis que derrière le complot de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy se cachaient des gens d'extrême droite, justement. Donc, vous avez exactement l'inverse. Vous avez d'autres personnes qui fantasment sur, peut-être, sur soit l'extrême droite, ou soit d'autres formes de mouvements. Donc, c'est beaucoup plus complexe que cela. Et là, on aurait tendance à dire que, effectivement, le défaut, c'est de vouloir toujours d'être biaisé par nos propres biais cognitifs, justement. Ceux qui reprochent aux autres d'avoir des biais cognitifs, ne sont-ils pas eux-mêmes, justement, comme le dit la fameuse fable d'Ésope, emportés par leurs propres biais cognitifs, hein? Est-ce qu'ils ne voient pas aussi des raisins verts là où il devrait en voir des rouges, hein? Donc, tout cela, c'est assez intéressant. Et pour conclure, enfin, on pourrait développer bien entendu le sujet. Il y a M. Harari qui a écrit 2 œuvres récemment, notamment une œuvre qui s'appelle Homo sapiens. Et cette œuvre raconte l'histoire de l'humanité sous un angle, et il y a un aspect qui est intéressant, c'est le fait qu'il parle de la fiction comme un élément fondamental pour adhérer à un groupe social et un projet social commun. Si vous voulez, une religion, c'est une fiction, et ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas. Une fiction, ce n'est pas quelque chose qui est irréel, c'est quelque chose qui est réel, c'est une réalité subjective. Et si moi j'explique une fiction qui ne m'appartient qu'à moi, elle reste personnelle. Par contre, si je la partage à d'autres personnes, cette réalité subjective, cette fiction, va devenir
va obtenir un patrimoine commun. Et si on arrive à partager ce patrimoine avec une communauté qui est suffisamment stable, eh bien, au bout d'un certain temps, cette fiction devient un projet social. Et donc, on peut parler des religions, on peut parler de toutes les constructions humaines qui sont conceptuelles, qui finalement font adhérer les gens à des projets sociaux. Et finalement, la théorie de la conspiration, c'est aussi, quelque part, comme une proposition de fiction, c'est-à-dire aussi comme une proposition d'une réalité subjective partagée. Et si on combat une réalité subjective partagée par une autre réalité subjective partagée, du style, voilà, vous êtes des théoriciens du complot, pas nous, parce que nous sommes dans le camp des gentils, et nous sommes les débunkers, et nous sommes les conspiracy watch, etc. Finalement, on se construit sa propre fiction, sa propre réalité fictive partagée. Et on n'est pas mieux que les autres. On n'est pas mieux que les autres. Simplement, on peut aussi se donner un récit qui se donne des lettres de noblesse. Et comme ça, on peut justement, du point de vue moral, du point de vue intellectuel, se surélever par rapport aux autres. Donc ce que M. Rudi Reichstadt ou d'autres personnes qui n'arrêtent pas de traiter les autres de complotistes, pour un oui, pour un non, finalement sont eux-mêmes tombés dans des accusations qu'on pourrait assimiler du complotisme, finalement. Donc c'est assez amusant. Et pour en finir et pour en conclure, j'en viendrai à deux exemples extraits de la pensée moderne occidentale qui donc depuis Socrate est basée sur la dialectique, donc sur le débat, donc sur le dissensus. Hein, la politique, c'est le dissensus, et on n'est pas d'accord, on débat dans l'arène publique, dans l'agora, sur l'agora, pour faire passer des opinions. Eh bien, il y a au IIIe siècle, au IVe siècle avant Jésus-Christ, un politicien athénien qui s'appelle Démosthène. Démosthène a un problème, il a un rival qui s'appelle Échine, qui lui conteste le fait que les Athéniens veulent lui reconnaître, par l'intermédiaire du don d'une couronne en dorée, sa contribution pour défendre la cité d'Athènes contre les Macédoniens. Et que fait Démosthène ? Eh bien, Démosthène utilise la contre-attaque, c'est-à-dire face à l'accusation, et il accuse à son tour Échine en disant « Mais toi, n'es-tu pas celui qui est de mèche avec Philippe de Macédoine ?» D'ailleurs, à l'époque, c'est avec Alexandre le Grand. Mais, donc, toi, n'es-tu pas de mèche avec les Macédoniens ? N'es-tu pas, donc, toi, dans l'intérêt, justement, de me causer du tort, et donc ton intention est de nuire. Et finalement, son discours est tellement bien tourné qu'il finit par gagner gain de cause, et donc d'être lavé des soupçons d'enrichissement personnel, etc. C'est le cas de Démosthène, avec un de ses discours les plus célèbres sur la couronne, Keto Stéphanou, un des discours de la rhétorique les plus célèbres. Et puis, un autre discours qui est très intéressant, c'est le discours de Cicéron, qui est par carré, par rapport à Catilina, la conjuration de Catilina. Et son discours, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais il commence par jusqu'où ira ton audace, donc Catilina. Eh bien, en plus, Cicéron va utiliser justement le terme de philippique, donc les écrits philippiques,
pour accuser Marc-Antoine, ce qui lui causera sa perte d'ailleurs. Mais bon, dans le cas de la conjuration de Catilina, il a réussi, comme dans le cas de la défense de Amerigo Roscius, il a réussi à tourner la défense à son avantage et à dénoncer le complot qu'il y avait contre Roscius et puis contre lui-même, donc dans la conjuration de Catilina. C'est-à-dire qu'il a dénoncé les complots avec cette fameuse phrase « Cui bono ?» à qui profite le crime. Vous voyez. Donc, les plus grands exemples des plus grands rhéteurs de l'histoire de l'Antiquité, en l'occurrence M. Cicéron et Démosthène, sont l'illustration même du bien fondé des théories du complot. Et c'est pour ça qu'il appartient aux gens à réfuter avec la force, la véhémence la plus grande, le terme de complotiste. Je veux bien qu'on m'assigne le terme de théoricien du complot, parce que ça m'honore, à ce moment-là, ça veut dire que je suis digne d'être dans la ligne droite de gens comme Cicéron ou Démosthène. Donc voilà. Mais si par abus de langage, les gens finissent par accuser tout le monde de complotiste ou de conspirationniste, refusez ce terme. Refusez ce terme. Parce que ce terme va vous engluer, va vous mettre dans une étiquette de laquelle vous ne pouvez plus vous départir. Kill the messenger and you kill the message. Voilà. Donc, j'ai fait une intervention assez longue, mais là, je me suis attaqué à un pavé. Et vous comprenez que dans l'ambiance qui est la nôtre actuellement, là, où on a l'impression que dès que vous remettez en question des thèses, disons, officielles, vous êtes tout de suite taxé de tous les colibets les plus détestables, dont complotistes, mais j'en passe et des meilleurs, eh bien, je crois que nous avons notre devoir intellectuel de monter la garde et de dire stop, ça suffit, arrêtez de tuer le débat intellectuel et le débat scientifique. Parce que par exemple, en l'occurrence, le consensus scientifique, je ne sais pas ce que c'est. Le consensus scientifique, quand il s'agit de se mettre d'accord sur les paradigmes tels que le paradigme newtonien ou le paradigme einsteinien, et donc de le vérifier par des observations scientifiques qui corroborent et donc qui font que tout le monde se met d'accord là-dessus, d'accord. Mais par contre, le consensus scientifique, pour ce qui est de la cosmologie, avec la théorie des membranes, la théorie des multivers, la théorie des trous de verre, etc., et des trous noirs, etc., je ne sais pas ce que c'est, parce que les cosmologues ne sont pas d'accord. La théorie, le consensus scientifique en termes de génétique, alors que maintenant on est en train de découvrir de plus en plus le rôle de l'épigénétique, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc il faut arrêter d'insulter l'histoire de la pensée occidentale, qui existe quand même, c'est le moins qu'on puisse dire, depuis 2500 ans. Voilà, nous sommes là aussi, en tant qu'intellectuels, pour défendre cette histoire. Bonjour chez vous.